Merci beaucoup. Alors, je vous propose que l'on entame la seconde session pour cet après-midi, donc des rencontres enfance et nature dans le cadre de ce colloque. Alors, juste peut-être, si je peux me permettre, un petit pas de côté pour tisser la transition avec Benjamin Biet de ce matin, si vous permettez, notamment par rapport à l'altérité. J'ai beaucoup aimé votre présentation et effectivement, ça me faisait résonance et je pensais à une citation d'un naturaliste, certainement que vous connaissez, un naturaliste suisse qui s'appelle Robert Reinhardt, qui nous disait, ben, on va pas forcément en forêt pour aller se distraire, on va également en forêt pour aller rencontrer quelqu'un. Et c'est un petit peu cette rencontre avec l'altérité que vous avez aussi incarnée à travers votre présentation, notamment en nommant ben, cette relation à la nature, qui est aussi une relation avec l'altérité, avec l'autre, cet autre aussi justement qui nous transforme. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et sans attendre, donc Gillian, on te laisse la parole pour nous présenter donc, justement ce retour des politiques publiques. Merci beaucoup. Merci, merci Guillaume. Voilà, je change de casquette et du coup, je me retrouve comme les intervenants tout à l'heure à devoir et vouloir vous présenter un peu les travaux que j'ai menés ces dernières années. Je suis en fin de thèse en STAPS et sciences de l'éducation. Peut-être mon titre est dû spécifique et c'est autour de la petite enfance. Donc là, on va intervenir un peu sur ce sujet petite enfance, qui c'est et comment on peut l'observer et dans son jeu libre. Voilà, donc voilà, je situe quand même l'étude qui a lieu dans un contexte que je pense qu'on s'est tous rendu compte ces dernières années. C'était autour de Covid. Je m'étais posé des questions pour faire un projet de recherche, notamment la difficulté que nous avons à se vivre avec notre monde, notre comportement humain, qu'on voyait des effets très néfastes sur la biodiversité, qui nous appelait à songer et réfléchir autrement la transition écologique et les décliner dans plein de différents domaines sectoriels des politiques publiques. En même temps, ces dernières années, on a vu un renouvellement autour de l'intérêt de l'enfant, surtout grâce au vu des neurosciences. En fait, cet enfant qui a un cerveau plastique, qui pourrait être du coup la plasticité, pardon, de le cerveau de l'enfant, qui pourrait faire en sorte un citoyen futur qui aura donc la capacité d'agir justement dans cette transition écologique pour un meilleur monde. On peut noter aussi un contexte actuel de réforme dans le domaine de la petite enfance, qui est un secteur d'activité en plein mouvement. Vous avez peut-être suivi des différents épisodes qui ont touché ce secteur d'activité. Mais en tout cas, il y a eu un énorme travail ces dernières années pour sortir un programme autour de la qualité, avec notamment une réforme qui est appelée une charte de qualité. Donc, c'est un peu dans ce contexte sociétal que je me suis posé des questions, surtout en observant l'émergence d'un dispositif, en fait, d'une action autour de préconiser le contact réel avec l'enfant, avec la nature, pardon, pour le petit enfant, en le reconnaissant comme un élément essentiel au développement. Donc, c'est dans la charte qui a été nommée. Et je me suis interrogée à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, me semble quand même un terme très, très large, la nature, de quoi il s'agit, etc. Voilà. Donc, dans cette problématique, je me suis dit, bah, comment travailler ce sujet autour de la représentation de ce que nous avons de la nature et son lien, l'importance pour son lien avec l'enfant. Je tournais vers le politicologue et sociologue Pierre Muller, qui parle des représentations, donc qui nous a indiqué que souvent nos actions publiques, ce qu'on met en place en termes d'action, et à partir des représentations qu'on fait des problématiques et des contextes qui nous entourent. Donc, moi, je me suis posé la question, quelle représentation nous avons de lien entre l'enfant et la nature? Qu'est-ce qu'on va prévoir pour lui? C'est aussi une chose de le dire, mais qu'est-ce qu'on prévoit réellement pour le faire? Donc dans cette émergé plusieurs questions. Je ne verrai pas toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup au sein de la thèse, mais en tout cas, une des questions, c'était en quoi le jeune enfant, qui est l'usager de ces politiques publiques, qui est les politiques qui lui ciblent, notamment en termes de qualité de la charte, en quoi il participe à construire ces représentations qu'auront des adultes, et notamment concernant l'importance de la nature pour son développement. Comment lui, il peut être acteur
Donc, ça, c'est une première question, comment l'enfant est acteur à former des représentations que les adultes forment, et comment cette expérience nature, en gros, quel sens ça peut avoir pour lui et comment on peut interpréter ce sens. Donc, c'était un projet assez ambitieux, puisque ça va relever pas mal de défis. Donc, parlant d'acteurs, bon, mais il y en a beaucoup dans scène de la thèse. Je vais aller questionner des adultes, des acteurs de politique publique, des professionnels. Et puis, je me suis intéressée tout particulièrement à l'enfant, le 0-3 ans, à l'écouter, à l'auteur de son être. Et puis, je voulais observer sur différents terrains. Donc, j'ai pris une approche par une étude comparative avec Hasselhoff, Patrick Hasselhoff, qui nous invite à regarder, quand on étudie les politiques publiques, d'aller regarder que font les autres, comment ils font ailleurs. Donc, je suis allée regarder au Québec et j'ai mené une étude qu'on va voir dans les deux territoires, France et Québec. Et puis, je me suis aussi intéressée au lieu, ce lieu qui s'appelle la nature, pour mieux comprendre de quoi il s'agit et de quoi on parle. Alors, dans cette, je disais, c'était relever pas mal de défis, puisque, comme on a entendu tout à l'heure avec Lark McGind, c'est étudier les tout petits enfants, c'est pas une affaire simple, c'est assez complexe. Comment, notamment en sociologie, comment écouter l'enfant qui, de facto, de son statut enfance, sans parole, comment pouvoir prendre en compte son point de vue, comment il vit, comment interpréter le sens qu'il peut faire de son milieu et ses expériences, ses actions qu'on prévoit pour lui. Donc, il y avait une question méthodologique au fond de ma recherche. Dans cette problématique, aussi, il y a des questions de la nature. Comment étudier la nature dans un paradigme mettant l'enfant et la nature au sein de la politique publique? Comment poser les questions, ce que c'est la nature? Comment ça représenter? C'est une question épistémologique. Voilà. Et comment l'appréhender comme un actant, comme un facteur qui influence aussi les politiques et les actions qu'on met en place pour les enfants. On a vu tout à l'heure dans la conférence avec Lark McGind aussi, elle en a parlé de ces problématiques. On peut voir la nature par ses attributs, par son exposure ou ce contact avec, et puis aussi par des expériences. Donc, il y a beaucoup de manières à aborder la question. Alors, pour pouvoir étudier l'enfant, le tout petit, j'ai pris une posture. En fait, invitée par les chercheurs Pascal Garnier, Régine Sirota et Sylvie Octobre, des chercheuses qui travaillent au sein de la sociologie de l'enfance. Étudier l'enfant, c'est pas tout à fait une épistémologie, mais c'est plus une posture à prendre. Alors, déjà, d'aller in situ, d'aller regarder les enfants là où ils sont en action, euh, d'écouter l'enfant, d'écouter la vérité de l'enfant dans ce qu'il exprime, c'est-à-dire de prendre l'enfant comme quelqu'un sincère qui exprime ce qu'il vit, qui a du sens pour lui au moment. Et de considérer comme ça, c'est pas la rigolade, même si on peut rire, c'est très sérieux pour lui. Et aussi de voir l'enfant comme un être dans un état d'être et non pas juste quelqu'un en devenir. Donc, on a souvent cette approche, notamment on va approcher les adultes pour comprendre qu'est-ce qu'ils mettent en place pour amener l'enfant vers autre chose. L'approche que j'ai décidé de prendre, c'était de regarder l'enfant dans son état d'être, dans son jeu actuel en état. Et puis, la dernière posture ou perspective que j'ai prenée, c'était celui de agency, qui a été traduit par le sociologue Pascal Garnier dans un article, je vous invite tous à lire, de 2015, qui est autour de l'agentivité. Et dans cet article, elle parle de 4 dimensions de l'agentivité. C'est déjà de reconnaître l'enfant comme volontaire. Donc, on en avait discuté quand on parlait de ce que c'est le jeu, le play. C'est un acte intrinsique et volontaire de l'enfant initié. Ce n'est pas une action qui est imposée. Puis de regarder l'agentivité à travers le prisme de la capacité de l'enfant à transformer son environnement. Donc, comment lui, il peut être aussi un élément mutuel avec son environnement, ce qui lui entoure, et il a la capacité d'agir sur cet environnement. Et puis, la troisième chose qui revient vraiment de notre posture plus de politique publique, c'est que quel droit, c'est de reconnaître l'enfant comme un être ayant des droits,
à agir et à expérimenter, mais c'est vraiment une posture à prendre et aussi des politiques qui doivent suivre dans ce sens-là. Et puis, Pascal Garnier soulève une quatrième dimension de l'agentivité qui traverse un peu l'ambiguïté culturelle entre vouloir voir l'enfant comme un être inné, naturel, biologiquement constitué, qui est comme être formé, modelé, et le voir comme un être qui est à construire. Donc, de juxtaposer ces deux notions entre naturalisme et constructivisme. L'enfant, il est situé un peu entre les deux. Et en tout cas, de le reconnaître dans l'agentivité, c'est aussi reconnaître que ce n'est pas l'enfant n'a pas pardon, on ne peut pas avoir une approche positiviste ou déterministe quand on regarde l'enfant. Il est toujours situé dans cette ambiguïté. Après, pour étudier l'enfant aussi, il s'agit de regarder comment il exprime. Donc, si on prend ses postures et ses concepts, il s'agit aussi de voir l'enfant, qu'est-ce qu'il fait. Et alors, l'enfant, c'est décidé de regarder à partir de son jeu. Je reprends quatre travaux autour de l'enfant. Déjà, le premier principe, c'est le jeu, tout est jeu pour l'enfant. Enfin, pardon, que tout enfant joue. C'est un principe qu'on a constaté même depuis plus d'un siècle, comme vu notre condition animale, qu'on est de cette famille-là, tout animal joue. C'est fait partie de notre composition biologique et ontologique. Et du coup, il y a des travaux de Wallen pour dater de centaines d'années, Brunner et plus récemment Pellegrini qui vont beaucoup constater autour de cette constat-là, que tout enfant joue. La deuxième chose, c'est que le jeu, c'est sérieux, c'est toujours au premier degré. Je prends les travaux de Gilles Brugère. Le jeu, donc, ce n'est pas un temps passé, un loisir, comme nous, on le prévoit, comme on le comprend comme adulte, mais c'est vraiment son travail pour pouvoir faire sens du monde et de lui-même et de ses relations. Le troisième principe, c'est le jeu exprime la personnalité et la créativité. Il a un supralogique. Là, pour prendre des travaux de Huizenga et de Winnicott, qui ont beaucoup évoqué ces notions-là. Et puis le dernier, je suis allée chercher, puisqu'on en parle pas mal des Scandinaves, de Governor Luken, qui est norvégienne, qui a repris les travaux de Merleau-Ponty en philosophie pour souligner comment le tout petit, en quoi le jeu est son expression de son être et que tout ce qu'il joue a du sens pour lui. Ce n'est pas quelque chose qui est ambivalente ou inintéressante. C'est que tout ce qu'il fait a du coup du sens. Du coup, donc je suis allée regarder ce jeu pour l'enfant pour mieux comprendre à la fois son agentivité et comment la nature lui faisait sens. Alors, je suis d'une part regardé comment je pouvais aborder les questions. Je suis allée chercher un grille qui a été développé par deux chercheuses, Janet Lobeck et Adina Cox, qui ont développé un protocole qui s'appelle le Tool for Observing Play Outdoors, ou TOPO, où on a toute une catégorie de types, comme on a vu, basés sur les travaux même de Mildred Parton, de Rubens, Hughes et Frost, enfin, toutes ces typologies de jeux. Ils sont allés imaginer comment on pouvait adapter ces grilles de lecture de jeux d'enfants dans un contexte extérieur. Et ils ont développé un outil qui reprenne pas mal des différentes catégories, comme les jeux physiques, exploratoires, imaginatifs, les jeux avec des règles, donc là, c'est les jeux de société ou des jeux de foot ou de sport qui ont des règles très claires. Mais ils ont introduit un nouveau qui s'appelle le jeu biologique, c'est-à-dire d'observer l'enfant dans sa relation avec le vivant et avec des éléments de la nature et sa volonté de prendre soin de ces objets-là ou de ces vivants-là. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est la première fois qu'on voit ça comme un type de jeu émerger. Après, il y a les jeux expressifs, les jeux digital qui aussi est introduit. C'était autour des enfants qui jouent en numérique dehors. Je vous avoue que j'ai écarté celui-là parce que dans mon cas, heureusement, dans les cas, enfin, je dis heureusement, mais dans les cas que j'ai observés, les tout petits n'avaient pas d'objets digital à leur disposition. Après, il y a le jeu restauratif où l'enfant va être en recul, il se met en un moment intime, il se retire d'autres types de jeux. Et puis le non-jeu, ce qui était toutes les actions qui étaient le change, manger et les transitions. Donc voilà cet outil que j'ai utilisé pour observer.
Euh, un deuxième outil que je suis allée, enfin, pardon, pour parler ensuite de l'approche pour étudier la nature, ben, je me suis reposée ou appuyée sur le concept des affordances. Alors, je m'arrête 2 secondes. Dans cette salle, est-ce que vous avez une connaissance de ce terme, affordance ou la théorie? Un petit peu. OK. Je m'arrête parce que c'est souvent une question de temps, quel détail on peut aller. C'est rentrer dans la période euh, voilà, de tout ce qui est autour de la psychologie, autour de la perception. Ça suit des lignées de travaux depuis début de siècle dernier. En tout cas, en gros, pour simplifier un peu, l'affordance est une manière de décrire, c'est un néologisme déjà, c'est un mot inventé par James Gibson pour décrire comment les animaux puissent naviguer et survivre dans leur environnement. En fait, comment ils perçoivent leur environnement et qui leur donne les actions qu'il faut pour pouvoir survivre dans cet environnement-là. Donc, en gros, en quelques mots, il a défini qu'on fait partie d'une niche écologique. C'est pas tout à fait le même pour tous les êtres. Euh, voilà. Il peut avoir de l'herbe dans un pré et les chevaux peuvent brouter dans un pré. Par contre, un poisson rouge, même si il peut brouter l'herbe dans un pré, ça marchera pas. Il est complètement dépendant de son lieu, son niche écologique qui est de l'eau. Je simplifie un peu. Donc, il y a une coexistence entre notre milieu et notre être. Et du coup, il pousse cette idée un peu plus loin pour parler de la mutualité, c'est-à-dire que nous sommes formés par l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, il y a une mutualité à tout moment. Notre évolution peut être retracée à travers tous les différents travaux anthropologiques et biologiques là-dessus pour montrer qu'on est en quelque sorte formé par le milieu dans lequel nous vivons. Et puis, un troisième aspect de sa théorie, encore, vous m'excuserez, et puis on peut en discuter longuement après, c'est par rapport à ce qu'il nomme les sous-structures d'un environnement. Il y a des composants, on a du mal à les nommer, mais lui, il a tenté, il a dit, bah, il y a le milieu, l'air, l'eau, des substances comme le sable, la pierre, les surfaces qui sont escaladables ou glissants, les objets tangibles qui sont soit saisissables pardon, ou fixes. Il y a des autres vivants, ça peut être des plantes, des animaux, d'autres humains. Et puis, il y a les lieux de cachette qui sont soit relevés ou dissimulés. Donc, il les décrit les environnements de cette façon. Il les appelle les sous-structures. Une partie de ces éléments-là, notamment quand on parle de substances ou les objets tangibles ou moins les autres vivants, d'autres ont appelé ça des loose parts, voilà, ou au Québec, on appelle ça des objets polyvalents. C'est-à-dire, on n'a pas un usage ou une utilité qui est définie socialement, culturellement, on a, qui, de manière innée, il prend des formes justement par rapport à notre usage et notre culture. Voilà, donc dans cette approche de regarder les affordances, je me suis appuyée, j'ai dit, je ne vais pas pouvoir parler de la nature par toutes les affordances, mais j'ai décidé de prendre cet aspect des affordances fonctionnelles. C'est-à-dire, quelle est la relation que l'enfant il rentre en contact avec des aliments, comment on peut l'identifier. Et là-dessus, je suis tournée vers Harry Heft, qui est un psychologue américain qui a travaillé sur une taxonomie. Il a dit, bah, je vais nommer en gros, en observant les enfants, qu'est-ce qu'ils font et comment on peut définir les éléments de cette nature, cet environnement, comment ça impacte son action, sa possibilité d'action. Il nomme donc 10 attributs fonctionnels. Mon idée n'était pas de le nommer, enfin, c'est un peu petit mon slide. Je vous invite un peu, je peux vous passer ces 10 différentes attributs, mais en gros, c'est les composants qui vont être trouvés dans un environnement. Voilà. Donc, pour parler proprement de l'étude, puisque l'idée, c'est que je vous présente ces résultats, ou en tout cas pour ouvrir les discussions avec vous et comment intégrer ce lien de l'enfant et la nature et voir comment il est acteur pour former les représentations des adultes. Je suis allée observer, du coup, dans 4 milieux été identifiés. Donc, j'étais au Québec et en France, comme j'ai indiqué tout à l'heure.
je suis allée suivre les projets qui parlaient de sorties en nature, dans les milieux naturels, en forêt ou en plein air. C'était les manières que ces projets étaient décrits. J'ai passé presque 11 heures à observer les enfants en forêt, 1 heure dans un champ ou dans un meadow, comme disait Lark. Il y avait 2 heures dans les lits de rivière, donc les enfants qui sont menés dans les lits de rivière pour jouer dans l'eau, 0 à 3 ans. Et puis, presque 7 heures à observer les enfants dans les cours naturels ou végétalisés. Et une cour, j'ai identifié comme un lieu qui était délimité par une barrière et qui était donc aménagé et mis en place par une structure comme une école ou une institution, un autre acteur public. Or, les forêts et les champs étaient des espaces ouverts qui n'avaient pas de délimitation par barrière et qui n'étaient pas prévus particulièrement pour un usage de petite enfance. Donc, dans la forêt, une première constat, c'était l'abondance de ces affordances de taxonomie, comme j'ai étudié, dans tous les 10, étaient largement présentes, à l'exception de l'eau. C'est-à-dire que c'était le lieu où j'ai observé, il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas plu pendant ces observations, donc je n'avais pas de possibilité de voir les enfants jouer avec des flaques d'eau dans les rivières. Par contre, toutes les autres aspects fonctionnels de cet environnement étaient très présents et les enfants semblaient le reconnaître. C'est-à-dire que dans leur jeu, dans la forêt, ils se sont mis en jeu rapidement à trouver des objets, à saisir des objets, à manipuler, à déchirer, à creuser, etc. À grimper, à se cacher. On va voir un peu plus en détail les actions qui sont revenues un peu par thème. Dans le champ, il y avait peut-être le moins d'affordance qui était visible. Je m'excuse pour la photo un peu foncée, mais on était dans un surface plat avec de l'herbe. Donc, il y a eu une abondance d'objets modulables et détachés, comme la terre sableuse, les brindilles, l'herbe, etc. Et la surface très plane permettant aux enfants de courir très vite, de jouer au ballon, de rouler des choses, de se rouler, etc. Mais on n'avait pas une abondance particulière d'objets sur lesquels les enfants pouvaient grimper, escalader, etc., ou glisser. Dans la lit des rivières, on a pareil trouvé une abondance d'objets modulables et détachés, les cailloux et la boue. Alors, voir les enfants, donc encore dans ces environnements-là, les enfants sont allés sans aucun jouet, sans rien, de deux mains et les pieds. Et je les observais dans leur jeu sur ces surfaces et dans ces milieux. Alors l'eau était abondante, évidemment, c'est assez logique, mais de voir les enfants dans leur usage, l'éclabosquer, de le transverser, de l'utiliser pour mouiller l'autre ou mouiller un objet, était très, très, très présent. Ensuite, le quatrième et dernier lieu qui était suivi et observé, c'était dans les cours naturels et végétalisés. Alors là, il y a beaucoup de variations par rapport à ces cours, notamment d'ailleurs dans la végétalisation de cours, on voit plein de différentes formes qui sont proposées. Mais une chose qu'on peut quand même constater, c'est qu'il y a un effort pour mettre l'ensemble de toutes ces affordances fonctionnelles, permettre à l'enfant de grimper, de glisser, de rouler, de creuser, etc. Tout ça, c'est très présent dans ces lieux, soit parce que c'est construit avec la matière seconde main, soit c'est un équipement carrément qui a été mis en place. On peut remarquer quand même dans ces cours et ces espaces, dès qu'on met la clôture, les enfants, au bout d'un temps, et c'est les professionnels qui racontaient ça, en fait, la terre devient très boueuse et sableuse puisqu'elle était piétonnée, ce qui semblerait assez logique. On a pu constater aussi des lieux qui étaient délimités ou qui avaient des plantations végétales. Voilà, qui permettaient les enfants de se cacher et cacher les choses. Voilà. Donc, dans ces observations, donc c'était pour vous donner une idée des lieux, différents lieux qui étaient observés. Il y a une chose qui sort de manière très significative, c'est que le jeu physique reste le jeu, l'action du corps, le plus remarquable dans tous les jeux. On le voit quand on le voit des âges d'enfants de moyen d'âge de 22 mois ou même les plus grands, 38 mois. On voit quand même que l'activité physique reste très important, suivi par le jeu exploratoire. Alors, les plus petits vont explorer plus, ce qui est assez logique aussi. Ils n'ont pas encore acquis tout ce qui est parole, donc il y a beaucoup de transversement, beaucoup de manipulation d'éléments.
Or, les jeux expressifs commencent à émerger, du coup, avec ces enfants plus grands dans ce milieu euh, et qui vont raconter un peu tout ce qu'ils voient. Mais on remarque quand même que les tout petits sont aussi très expressifs. Je vais en venir juste à la fin pour expliquer cela. Et puis, dans le deuxième, on voit aussi, n'empêche, cet jeu biologique. C'est-à-dire que quand on a posé les questions, est-ce que les enfants peuvent avoir une appréciation ou comment ils apprennent sur la nature, il était intéressant de voir que cette place donnée à le soin, prendre soin des animaux et des aliments, de regarder un petit escargot, de regarder un animal, de regarder une feuille qui poussait, enfin une fleur qui poussait, et de reconnaître, de vouloir le questionner, de vouloir la caresser, de vouloir faire le jeu maman-papa avec. En tout cas, cette reconnaissance du vivant était très présente dans leur jeu. Voilà. Donc, les types d'affordance, en fait, en analysant cela, il y avait des thèmes qui ont été transversales à tous les lieux. La première, c'est que lorsqu'il y a la terre, les enfants grattent, ils creusent. Quand ils peuvent mettre les mains dans la boue, dans la terre, dans le sable, ils le font. Ils n'attendent pas l'instruction, ils n'attendent pas la permission. C'est quelque chose qui était assez spontané dans tous ces lieux là où l'enfant pouvait y creuser. Pareil pour les objets à transporter et déplacer en chemin, de voir les enfants ramasser les objets saisissables et les porter. Et le plus lourd, le plus long était l'objet, semblerait provoquer le plus de plaisir. Il y avait même quand les objets étaient très difficiles à déplacer, les enfants aimaient bien transporter des choses d'un endroit à l'autre. Ces milieux avaient beaucoup de possibilités, beaucoup d'affordance pour pouvoir le faire. Troisième chose remarquable dans ces lieux, c'était l'enfant dissimulé et relevé, c'est-à-dire que les cachettes, lorsqu'il y a une cachette aussi, de pouvoir se planquer derrière quelque chose, se mettre en retrait ou de planquer quelque chose, se planquer ou planquer quelque chose était vu dans tous les différents contextes, que ce soit forêt, que ce soit dans les champs ou que ce soit dans les cours. Aussi, j'ai pu observer la notion de prise de risque. L'image est assez parlante pour moi, celui-là, parce que les prises de risque parfois étaient difficiles à observer par la photo. Ça ne donnait pas. Celui-là était un peu plus remarquable, puisque même si la hauteur de la roche n'est pas extrêmement très haute, la forme et l'équilibre que l'avait l'enfant, pour lui, j'imagine que c'était beaucoup plus haut de ce qu'on peut imaginer. Et se pencher, en plus avec une branche, trouver cet équilibre-là était prendre des grands risques pour lui, qu'il a géré avec toutes ses capacités en intelligence. On peut aussi remarquer que lorsqu'il y a un arbre ou un tronc d'arbre, bah, ça invite les jeux pour les enfants. Donc là, les enfants on le voit peut-être pas très bien dans l'image, mais cette forme d'arbre, bah, c'est l'enfant qui en a fait un fauteuil pour s'asseoir. On les a vus grimper dessus, se coller contre, s'allonger, gratter. Donc les troncs d'arbres semblaient avoir énormément d'intérêt pour l'enfant avec tout type de jeux qui pouvaient avoir lieu autour ou dessus. Et puis, c'était le jeu biologique que je trouvais intéressant de voir aussi, puisque là où il est vivant, les insectes qui traversent, les petites ou les fleurs qui poussent, l'enfant, il était un œil qui était plus attentif à voir ça. Ces jeux s'accompagnaient souvent par une expression verbale pour appeler à l'autre de venir. Donc, il y a eu ce que les chercheurs ont appelé le kawabonga, une expression pour dire waouh, j'ai découvert quelque chose, appeler les collègues ou appeler les adultes à venir voir. Les enfants étaient très attentionnés. Du coup, quand il avait trouvé des petits insectes, je ne vais pas cacher qu'il y a eu des insectes aussi écrasés et déchirés. Donc, on peut parler de soins, ça c'est inquestionnable, mais en tout cas, l'attention au vivant et cette expérimentation était bien présente. Et puis là où il y a l'eau, il y a l'enfant aussi. Les flaques d'eau, l'accumulation d'eau sollicitaient beaucoup d'intérêt à le toucher, à courir à travers lorsque c'était possible, mettre les mains dedans, etc. Donc voilà ces différentes actions et je vais
voilà, finir là parce que c'est un peu dépassé. Mais donc, les affordances en nature pour la petite enfance sembleraient être de quatre types. C'est des rencontres, des milieux qui permettent les rencontres avec les inconnus. On parlait de tout ce qui est innovation. Peut-être c'est cet éveil-là. On ne sait pas qui va traverser notre chemin. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va voir à l'autre bout derrière l'arbre. La notion de risque aussi, de permettre à l'enfant de prendre les risques, semblerait être une affordance très présente dans ces milieux. La possibilité d'action aussi, il n'y a pas juste une action qui est possible avec les éléments et les sous-structures et les loose parts, si vous voulez. Il y a beaucoup de possibilités et les enfants agissent. Et puis aussi, les affordances permettent, nous, comme adultes, de reconnaître l'agentivité de l'enfant. On peut voir à travers ce prisme l'enfant dans son altérité qui est volontaire de d'être en contact avec la nature, qui a une capacité d'agir, puisque même s'il déchire ou pétine, il est présent avec, il agit avec son environnement. Mais ça nous demande aussi de voir comment nous, on permet les opportunités pour les enfants de le faire. Donc, c'est aussi questionner un peu notre droit d'enfant. Et puis aussi la reconnaissance dans cette ambiguïté culturelle. Est-ce que l'enfant, on le souhaite pour lui? Est-ce qu'il devrait avoir ces possibilités ou pas? Clairement, dans les projets que j'ai vus, c'était une intention très forte. Cette ce sujet même est très complexe puisque, bah, comme on disait tout à l'heure, empiriquement, on n'arrivera à prouver pas grand-chose si c'était notre but. Les hétérogénéités pardon, des lieux sont extrêmement variants et variés, notamment même rien que la météo. Comme je disais, je ne peux pas observer jouer avec l'eau dans les lieux où il n'a pas plu, où il n'y en a pas. Et puis, il y a des jeux qui sont tout à la fois, c'est-à-dire que c'était très difficile à dire, à cocher, l'enfant joue à telle et telle chose lorsqu'il est en train de crier, creuser, porter, voilà, son corps est vraiment en action. Je trouve que ça a été assez intéressant de voir cette prépondérance dans l'observation du jeu autour de le physique. Voilà. Donc, voilà, quelques impacts. Il serait intéressant de voir les pistes que ça ouvre par rapport à l'évolution des politiques publiques. Quel intérêt on peut avoir aussi à suivre l'évolution des pratiques. On parlait aussi de pouvoir suivre des actions. Qu'est-ce que ça peut en effet? Clairement, ça serait de s'intéresser davantage à la recherche. Aussi, c'est une possibilité de réfléchir à notre perspective de l'enfant, de tout petit, qui est souvent pensé comme un passage, et plutôt le positionner comme un acteur tout à fait agent, actant, et qui peut participer à former nos politiques. Et puis, le concept d'affordance, peut-être c'est un sujet à aborder, à réfléchir à nos lieux, non pas comme un décor, mais comme une mutualité dans laquelle que ça peut permettre à former notre compréhension de soi-même et du monde. Voilà. Et je termine là avec bibliographie mise à votre disposition et ouverte aux questions. Désolée si j'ai débordé. Voilà. Merci beaucoup, Gillian. On va s'accorder un petit temps d'une dizaine de minutes pour prendre quelques questions dans la salle. Mais c'est vrai que ton propos m'a vraiment fait penser aussi à une anthropologue que j'apprécie éperdument qui s'appelle Val Plumwood, une anthropologue australienne, hein, écoféministe, qui nous disait que, je fais le lien aussi avec ta présentation, comment est-ce que les expériences de nature nous permettent aussi de nous socialiser à ce qu'elle appelle aussi donc un soi écologique, une identité écologique. Et ce soi écologique, c'est aussi un soi qui est relationnel. Et là, c'est pour ça que je fais le lien avec ta présentation, un soi relationnel, c'est-à-dire qu'un soi qui prête attention aux autres vivants qui nous entourent et qui les considère aussi, c'est-à-dire qui nous amène à les voir aussi comme des altérités, porteurs d'une forme d'intentionnalité et d'agentivité aussi. Donc effectivement, ouais. Alors, des questions dans la salle? Oui, madame, ouais. Oui. Euh, Dans toutes ces observations que je trouve hyper intéressantes, et j'aime bien voir un peu plus le matériel justement que tu as utilisé pour filmer, enfin, pour observer ces jeux d'enfants, je me suis demandé si dans ce que tu observais, parce que ce sont des adultes qui emmènent des enfants dehors malgré tout, est-ce qu'il y avait des différences de jeux quand c'était des jeux enfant-enfant, ou est-ce qu'il y avait aussi parfois du jeu enfant avec adulte, parce que j'imagine qu'il y a des interactions aussi entre générations malgré tout, et sur justement ce type de jeu que tu observes avec le topo.
C'est vrai que l'adulte, j'avais du mal à gérer l'adulte dans l'observation qui était centrée sur l'enfant. Mais je pense que l'adulte, ça faisait partie des affordances, c'est-à-dire qu'il était là, les professionnels, et je vais dire féminins parce que c'était des femmes que j'ai vues au travail auprès des enfants. On avait tout différents types de profils et leur jeu était, on va dire, parfois c'était, elle faisait du travail, par exemple le jardinage, et l'enfant venait l'accompagner. Mais l'enfant commençait à creuser avec ses mains et puis faire son propre jeu à côté de l'adulte qui était en train d'accueillir quelque chose ou planter. Dans la forêt, c'était un peu différent parce que c'était des balades en forêt. Donc les adultes étaient plutôt les accompagnateurs presque surveillants, mais qui engageaient ou soutenaient l'action de l'enfant. Donc j'en ai quelques exemples, mais l'adulte ne se mettait pas forcément en jeu avec l'enfant dans son action, mais était plutôt là à l'accompagner. Donc, mais c'est vrai que j'essaie de là où je voyais un jeu d'enfants et adultes, je tournais la tête et j'ai regardé d'autres enfants. Donc, c'est peut-être les limites de l'étude, mais effectivement, on en discutera après. Oui. Ça prolonge un petit peu, merci Gillian. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir, mais je pense du coup avoir eu la réponse. Il n'y a pas du tout de parents présents dans toutes ces phases de opérations. En fait, ma question serait plus une perspective. Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats si, sans même être intervenant, il y avait la seule présence de ou des parents? Je pense que c'est ça, et je pense que c'est très important de ne pas penser à la notion de positivisme, c'est-à-dire que c'est une autre situation, un autre météo, un autre lieu aurait pu faire d'autres résultats avec d'autres personnes. Et je pense que c'est toute la frustration quand on en parle. Et je ne veux pas dire que ce que j'ai fait donc n'a pas de sens, loin de ça. C'est justement, je pense que c'est important qu'on se pose ces questions-là et que s'il y avait d'autres adultes, s'il y avait les parents, oui, je pense que ça aurait été un autre type de jeu. Non, pas forcément, voilà, comment ça aurait changé, je sais pas, mais ça pourrait être intéressant de voir aussi. Ce que je voulais vraiment regarder les lieux, s'il y avait des thèmes qui commençaient à émerger. Et on peut quand même voir des choses qui émergent. Et je trouve que ça, c'est intéressant et qui mérite d'explorer. Ceci n'est qu'un démarrage de quelque chose qui serait intéressant de voir en contact justement avec les adultes et avec les parents. Bonjour, je me demandais en fait dans quel cadre vous avez observé ces enfants. Est-ce que c'était des enfants qui étaient dans des crèches ou enfin comment ça se passait? Parce que c'est vrai que on entend souvent que c'est assez difficile quand même d'emmener des tout petits en forêt. Enfin, il y a souvent ces limites de peur, qui se blessent, etc. Donc peut-être vous l'avez dit, mais j'ai Oui, pas. j'ai passé rapidement, effectivement. Merci de m'avoir rappelé le souligner. En fait, c'est dans un cadre institutionnel. Hein. C'est les enfants qui sont accueillis dans les structures qui avaient un projet. Ils étaient contactés puisqu'ils avaient un projet nature. Alors, c'est encore utiliser ce grand mot. Hein. Il y avait ceux qui étaient éducation par la nature, d'autres qui étaient sortis en nature, d'autres c'était balade en forêt. Il y avait d'autres types de noms donnés à ces projets-là. Mais ils ont tous, j'avais 5 critères que j'avais fait. Et l'un des critères, c'était dans un cadre institutionnel qui est les établissements d'accueil de jeunes enfants, les EAJE, et au Québec, c'est les CPE, c'est le Centre Petite Enfance. Il y en avait 3 en France, 3 au Québec. Ouais, te remercier pour cette présentation que j'ai trouvée absolument passionnante. Dans ta présentation, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de termes qui me parlaient beaucoup, notamment concernant d'affordance, de mutualité, aussi d'agentivité, qui sont assez peu connus en France. C'est-à-dire qu'ils sont connus dans des cercles assez fermés. Et je m'interroge sur de ton point de vue, qu'est-ce qui manque pour que ces concepts puissent passer cette sorte de bulle et imprégner d'autres cercles comme ceux qui sont sur le terrain aussi, et puis en amont, ceux qui permettent la, la mise en œuvre de ces concepts, finalement, notamment celui d'agentivité.
Évidemment, je pense que merci beaucoup pour la question, mais je trouve que c'est une question aussi de formation, donc c'est une volonté. Et c'est aussi accepter ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, par rapport à l'altérité. C'est-à-dire que dès qu'on commence à parler d'affordance ou même de l'enfant, on doit reconnaître l'altérité et tout ce qui n'est pas contrôlé. Et notre société n'est pas tout à fait programmée ainsi, surtout quand il s'agit de l'éducation. On est surtout à la réflexion de mettre en place des mesures, des contrôles. Et donc, c'est complexe, c'est difficile d'en parler. Déjà, ce que c'est un enfant, voilà, on peut en discuter. Est-ce que c'est la nature? Enfin, c'est des concepts qui sont très compliqués. Donc, c'est une tentative, mais je pense que peut-être on peut s'ouvrir si on se laisse la place de l'enfant, si on peut le reconnaître comme un acteur et s'intéresser à son point de vue, cet auteur, même le tout petit. Déjà, c'est peut-être une transition pour notre société qui serait intéressant à évoquer. Ouais. Voilà, donc je n'ai pas la réponse exacte, mais en tout cas, c'est dans une lignée de vouloir avoir des sociétés plus humanistes, écologiques, voire esthétiques. C'est un peu dans cette ligne-là, mais c'est un choix politique.